Ok, salut à toutes, salut à tous. Je suis votre frère Idrissa Tarbangdo de Agro Innovation. Aujourd'hui, nous avons reçu la visite d'un grand homme. Il a fait beaucoup d'efforts. Il a quitté le continent pour nous rendre visite ici au Burkina Faso. Donc, c'est un effort. Quand je parle du continent ici, je parle du Cameroun. Ouais. Ok, c'est un grand homme. On va lui laisser le soin en fait de se présenter avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Mon frère. D'accord. Sois les bienvenus au Burkina Faso. C'est bon. Et puis, il a porté le maillot du Burkina Faso. Hein. Ouais. En fait, il faut dire que mon nom, il est Kana Evariste. Je suis agronome de formation, donc ingénieur agronome comme ça se dit, mais j'ai beaucoup traité les questions de l'eau. Okay. C'est-à-dire l'hydraulique agricole tout simplement. Donc, je suis au Burkina Faso pour deux raisons. La première, c'est que les oranges pineapple. Donc, je suis venu parce que, voilà, la production des oranges pineapple intéresse pas mal de personnes en Afrique centrale. Du coup, ils m'ont missionné de venir chercher pas mal de semences. Et le deuxième objectif, c'est aussi la problématique liée à l'eau parce que, voilà, on doit comprendre globalement que faire un champ aujourd'hui qui n'est pas irrigué, c'est une très mauvaise chose. Absolument. Et donc, il faut absolument irriguer. Donc, et c'est cet ensemble de connaissances, de données, connaissances qu'on est venu apprendre chez vous. Parce qu'au moins le feeling de ça, on est sûr que vous êtes, en tout cas, sur la bonne ligne. Absolument. Et donc, nous qui venons derrière, on est obligé de venir apprendre afin de grandir. Donc, je crois que l'une des questions que je dois poser pour un début, c'est qu'est-ce qu'on a là derrière là? Bon, ce machin-là, c'est un bassin de rétention d'eau. Ouais. Donc, il a la capacité de pouvoir retenir jusqu'à 300 mètres cubes d'eau. Ouais. Bon, tu sais, nous sommes au Burkina Faso. Ici, le challenge véritable d'un agriculteur au Burkina Faso, c'est l'eau. Ouais, c'est l'eau. Voilà. Bon, la majorité des cas, tu vas voir des agriculteurs qui vont faire un fourrage et qui vont faire, tu vois le château qui est là-bas. Oui, oui, au fond. Au fond là-bas. C'est un château de 5000 litres. Tu sais que les pineapples qui sont dans les alentours là-bas, si tu vas arroser avec ce château-là, à partir de 100 pieds, le château c'est vide. Ouais. Si tu donnes 100 litres... ça veut dire que, objectivement, ce bassin a une capacité de rétention de 300 mètres cubes. On démarre le système, on arrose. Après, on a toujours l'eau dedans. Ah oui. Comme tu es venu trouver que l'équipe était en train d'arroser, quand ils ont fini d'arroser, il y a toujours l'eau, non? Non, oui. Et ça n'a même pas fait la moitié. Absolument. Donc, ça veut dire qu'il y a deux fourrages qui alimentent ce bassin-là. Au fond, ici, il y a deux tuyaux d'arrivée d'eau. Donc, on a fait un premier fourrage, on a 8 mètres cubes. On a fait un deuxième fourrage, on a 5 mètres cubes. Donc, quand tu fais 5 plus 8, ça te fait 13 mètres cubes d'eau. Donc, si on arrive à pomper au moins 10 heures du temps par jour, on a 130 mètres cubes d'eau par jour. Donc, la quantité largement suffisante pour pouvoir entretenir notre plantation. Ah ouais, tu vois. Ça dit, parce que, je reviens là-dessus. Le problème ici, c'est quoi? Quand tu prends la majorité de ceux qui sont, par exemple, dans l'agriculture, le système conventionnel de château existe. Toujours. Malheureusement, tu ne peux pas travailler au-delà de... Tous ceux qui ont le château, bon, certainement, les gens ont fait les châteaux, mais demande-leur, est-ce qu'ils arrivent à travailler au-delà de 1 quart d'hectare? Non, la question c'est, pourquoi, en même temps que le château se charge, on ne peut pas vider pour arroser, pour irriguer? Oui, naturellement, mais n'oublie pas que l'eau qui rentre dans les châteaux, le débit de l'eau qui rentre dans les châteaux et le débit de l'eau qui sort n'est pas pareil. L'eau va rentrer à une vitesse beaucoup plus lente et l'eau va sortir à une vitesse beaucoup plus élevée. Donc, on vide le plus souvent et il faut attendre que le forage pompe toujours pour remplir le château avant de commencer à irriguer. Mais ici, on n'a pas ce problème-là. Hein. Nous, dès que le soleil se lève, les panneaux sont là. Les panneaux vont pomper l'eau et ça vient ici, ça ne se remplit pas. Si on a besoin d'une quantité d'eau très importante, on a un groupe électrogène qui a aussi la capacité de faire fonctionner les deux fourrages simultanément. Donc on peut faire jusqu'à 20 heures de pompage par jour si on veut. Ouais, là on est dans... On a 260. 260. Donc automatiquement, le bassin va être rempli et le lendemain, on établit notre calendrier d'irrigation, on irrigue convenablement. Voilà. Puisque la problématique là, ici, là, c'est l'eau. Si tu veux réussir, il te faut de l'eau. Oui, et ça c'est sûr. Non, c'est pas seulement ici. Il faut reconnaître ça partout. Hein. Ah, ça. Majoritairement, les gens ont tendance peut-être à dire que non, voilà, j'ai 2 mètres cubes, j'ai 3 mètres cubes. Il y en a même qui veulent planter. Ils plantent, ils savent qu'ils n'ont pas l'eau, mais ils vont planter. Et après, tous les plants sont morts,
Toujours. Et voilà. Non, il met toujours. et puis après, maintenant, les gars, ils se plaignent. Bon, Oui. il faut prendre les précautions. Oui, il met toujours. Voilà. J'ai mon technicien au pays qui dit que quand tu fais un système de pompage qui fait 2 mètres cubes d'eau, il dit que ta ferme est garantie d'eau à boire. Mais pour avoir l'eau pour les plantes, il faut chercher ailleurs. Mais il faut peut-être aussi dire que c'est pas seulement la garantie côté l'eau de boisson, mais la personne aussi, il peut faire l'élevage des poules pondeuses quand même. Oh, oui, les poules pondeuses. En tout cas, moins de 10 000. L'embouche bovine. Parce que j'aime le dire aux gens, la quantité d'eau que tu as détermine le type de projet agricole que tu peux implémenter sur ton sol. Ou le volume du projet. Absolument, le volume du projet. Oui, le volume du projet. D'accord, donc, je suppose qu'ici, tu fonctionnes exclusivement avec les forages. Tu n'as pas une autre source de pompage. Il n'y a pas une autre source de pompage. C'est les forages. Quand tu fais le premier forage et que tu te rends compte que le débit de ton premier forage n'est pas capable de produire sur ta superficie, tu multiplies le nombre de forages. Tout simplement. Ah oui, bien sûr. Donc, ça semble être contraignant. Voilà. Hein. Parce que ça coûte. Mais bon, il faut dire que avant, on a été à la grande ferme, tu as vu, là-bas, c'est des forages qu'on a creusés à coups de millions. Mais aujourd'hui, avec la prolifération des entreprises de foration, les forages sont moyennement ici à 1 500 000 francs. Et ça, c'est quand peut-être tu fais un forage avec le marteau. J'ai fait une vidéo précédemment où je disais aux gens que il y a deux types de foration au Burkina Faso. Quand on fore avec le marteau, le travail est plus simple. Mais si tu descends jusqu'à 77 ou 80 mètres et que tu ne croises pas des roches, là, il faut changer de technologie de foration. Ça devient compliqué. Il faut maintenant un forage à la boue. Et la foration à la boue, c'est des montants qui avoisinent les 2 500 000 à 3 millions de francs CFA. Et peut-être il en faut 2, 3, 4 en fonction du volume. Oui, mais bien sûr. Ah, ça, c'est sûr. Ok, donc ça dit que la source d'eau, c'est ça. Maintenant, tu prends l'énergie où? On est en milieu rural. Oui, bon, vous savez, ce qui est intéressant est que aujourd'hui, on a des motopompes qui fonctionnent plutôt avec de l'essence. Toujours. Et les techniciens ont la capacité de transformer les motopompes à essence en motopompes à gaz. Ça, tu vois, on en a fait. C'est plus économique. Mais au-delà de ça, il y a aussi les motopompes solaires. Donc, qui fonctionnent avec du 48 volts. Il te faut seulement 2 panneaux de 12 volts, tu le branches en série avec la motopompe et tu as la pression que tu veux. Durant la journée, tu peux arroser comme tu veux. Parce que là, cette motopompe joue le rôle de suppresseur en réalité. Ouais, c'est sûr. Voilà, ça joue le rôle de suppresseur. Donc, par rapport aussi à l'énergie, c'est simple, hein? Les deux forages fonctionnent exclusivement avec des panneaux solaires. Mais on a fait des branchements individuels. Chaque forage a son équipement à part entière. Le forage est là. Par exemple, le forage le plus proche ici, ça fait 16 panneaux. Ah ouais? Oui, 16 panneaux de 200. Non, plutôt 8 panneaux de 250. Ah d'accord. Ça fait 2000 watts. 2000 watts, ouais. Voilà. Ça. Mais normalement, on peut aller jusqu'à 16 panneaux. Parce que la pompe, la puissance de la pompe est égale à 4000 watts. Ah ouais. Donc, elle n'est pas utilisée à l'optimisation. Non, elle n'est pas utilisée à l'optimisation. On voulait optimiser, mais la quantité d'eau qu'on a déjà, c'est largement suffisant. Maintenant, quand on va faire une extension, on va optimiser au niveau du forage pour compenser en fait le manque d'eau à gagner. D'accord. Donc, après pompage, normalement, on a le stockage. Maintenant, la prochaine étape, c'est la distribution. Parce que ici, tu as le pineapple, ici, tu as la pastèque, et derrière, là, c'est les pommiers. Bon, il faut dire que la distribution est simple. Il faut seulement faire une configuration où tu vas mettre les tuyaux principaux parce que c'est exclusivement du goutte à goutte qu'on va installer ici. Partout. Avec des gouttières qui ont la capacité d'apporter 187 litres d'eau par heure. Bon, tout ça, en fait, c'est ce qui rend la chose complexe. Oui, ça semble complexe, là. Tu vois, je te disais hier que l'agriculture n'est pas compliquée, mais elle est complexe. Voilà, donc, quand tu viens ici, moi, je connais déjà le plan. Le plan qu'on va... Là, dans la parcelle de la pastèque, il y a déjà le tuyau qui est enterré là-bas. Le tuyau principal. Le tuyau principal. Ce tuyau principal va traverser en fait la route pour passer par là. Donc la limite du tuyau principal, c'est au niveau du flanc de la colline. D'accord. Donc ce tuyau principal, ça va arroser derrière et ça va arroser ici. Ouais. Et à l'intérieur en fait du verger de pineapple, on fait maintenant un tuyau principal qui va aller comme ça. Et au niveau de chaque, parce qu'on fait des compartiments de 33 mètres. C'est ça. 33 mètres. Donc là, on a 33 mètres fois 4. Et si la longueur... la parcellisation. Oui, si la longueur, si la longueur, ça nous fait environ 150 mètres. Donc, 2 fois 150 mètres
Et puis on a 33 mètres de part et d'autre. C'est ça. Oui, mais ça, il faut voir ça pour Non, non, ça se comprend. Et généralement, c'est le chemin, quoi. À la fin du processus, que c'est réellement visible. Ouais. Voilà. Et puis, donc là, maintenant, la motopompe est là, ici. La motopompe sera là, qui fonctionne avec le gaz, mais on aura aussi la motopompe solaire pour travailler la journée. Et si toutefois on a besoin de l'eau pour arroser la nuit, on va actionner la motopompe. À gaz. À gaz. Voilà ce qu'il faut. Bon. Pendant la période de fin mars, avril, mai, il fait extrêmement chaud. Donc, nous arrosons la nuit pendant cette période-là. Tu ne sais pas arroser en journée? Non, si tu arroses dans la journée, c'est pas l'évapotranspiration va... Ouais, il y a beaucoup de pertes d'eau. Ouais, et donc, c'est moins bon. D'accord. Ouais. Maintenant, quand tu regardes des investissements, forcément, ce bassin-là écoute. Ouais. Les tuyaux écoutent. Ouais, et tu compares la rentabilité des différents projets, c'est-à-dire le pineapple, le pommier et la pastèque. Est-ce que tu es sûr d'être rentable? Si je suis pas rentable, je fais pas. Ah voilà. Si je suis pas rentable, je ne fais pas. Ouais. Parce que il faudrait pas souvent qu'on rentre dans les calculs économiques théoriques pour dire aux gens que l'agriculture est rentable. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de jeu. C'est ça. Voilà. Quand tu causes avec quelqu'un, par exemple, qui veut investir dans l'agriculture, les gens ont l'habitude de dire que non, si tu plantes minimum 50 000 pieds de pastèque et que chaque pastèque te donne 2 fruits, ça te fait 100 000 fruits et que quand tu vends chaque fruit à 2 000 francs, ça te fait combien de millions? Donc, majoritairement, il ne faut pas qu'on va rentrer dans ces calculs-là pour montrer la rentabilité d'un projet agricole. Il faut comprendre que, premièrement, il y a de la main-d'œuvre. Il y a les emplois concrets. Ouais, c'est ça. Et surtout ici, majoritairement, moi je travaille beaucoup plus. Lui, il peut témoigner, c'est lui qui est en train de nous filmer. Il y a 15 femmes qui sont des déplacés internes, qui sont dans la ville de Bama, que moi j'emploie chaque jour. Elles viennent, elles font les travaux de désherbage. Tu as vu qu'on a versé un peu partout le biochar sur le site. Oui. Ce sont ces dames-là qui font ce travail. Au niveau de la parcelle de pastèque, ce sont encore ces dames-là qui font ce travail. Donc quand tu prends peut-être 15 femmes, et la prise en charge journalière, ça fait environ 1500. Tu calcules, ça te fait combien? Elles doivent venir manger. Ouais, donc, le transport et tout ça là. Donc, ça veut dire que à la fin du processus, il y a beaucoup d'argent qui rentre. Quand on vend, puis surtout la pastèque, les gens sont en train de vendre la pastèque actuellement et nous sommes en train de semer nos pastèques actuellement. Non, on le fait dans les conditions extrêmement difficiles, mais ça nous permet d'avoir une rentabilité quand même élevé. Parce qu'il y a beaucoup d'équations quand il s'agit de produire la pastèque pendant cette période-là. Il faut établir premièrement le calendrier d'irrigation, il faut établir le calendrier de traitement phytosanitaire, il faut aussi établir le calendrier de fertilisation. Donc ça te fait 3 équations que tu dois résoudre en même temps. Ouais, avant de rentrer dans l'itinéraire technique. Absolument. Parce que l'itinéraire technique, souvent même quand les gens demandent ça, je vois que c'est pas... c'est pas la partie du game la plus contraignante. Non, c'est pas la partie du game en fait la plus contraignante. Il y a autre réalité qui est derrière. Mais il faut être au champ aussi pour vivre cela. C'est ça, ouais. Voilà. Non, en tout cas, si c'est rentable, cela veut dire qu'on peut faire des investissements. Parce qu'il faut aussi regarder la chose sur le long terme. Oui, mais bien sûr, quand tu as vu la pastèque, dis-moi, il y a autre chose là-bas? Faut pas parler oui, enfin, c'est associé au pineapple. Ou bien au citronnier, peut-être que... c'est du citronnier. C'est le citronnier, voilà. On a mis le citronnier environ 825 pieds par hectare là-bas. Comme ça fait 1 hectare. Voilà, on a fait les écartements de 4 mètres entre les lignes et 3 mètres entre les pieds sur la ligne. Ah, ça, d'accord. Bon, supposons que moi je suis agriculteur, peut-être j'ai un peu d'argent, je veux me lancer. Là, je suis peut-être ici au Burkina, et puis quel est le conseil que toi tu peux me donner? Ou tout simplement, quelle est la chose que tu peux m'accompagner avec? Tu as déjà le terrain? Bien sûr. En général, enfin, il faut dire non, on a de l'argent. Généralement, ils s'appellent les passionnés. Voilà, les passionnés. Mais il faut que la passion aussi soit rentable. Si la passion n'est pas rentable, il faut quitter dedans. Oui, il faut premièrement, je te dirais d'abord, avant même de payer ton terrain, tu dois plus ou moins demander à ce qu'on fasse peut-être une analyse de la zone que tu veux payer. L'analyse peut se passer à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord, est-ce que la zone que tu veux payer là, est-ce que les nappes sont réellement bien rechargées là-bas? Les nappes d'eau. Donc, le premier problématique, c'est l'eau. Oui. On revient à l'eau toujours. Si tu payes un terrain là où la nappe d'eau n'est pas bien rechargeable, c'est comme si tu es en train de jeter ton argent en fait. Ah ouais. Donc, la première problématique,
Je préfère que quelqu'un aille payer 1 hectare au bord d'un point d'eau qui ne tarit jamais à 20 millions que de payer 1 hectare dans une zone pareille à 1 million. Parce que tu as passé ton temps à régler la problématique d'eau. Ouais, échoué. Donc ça c'est un. Donc avant de payer généralement même le terrain, il faut d'abord chercher à faire une analyse. Surtout, je vais parler de géophysique satellitaire pour voir est-ce qu'il y a des nappes sur le terrain que tu veux payer. Ça c'est un. Si je parle de nappes ici, j'ai dit est-ce que tu es susceptible de trouver un forage positif? Parce qu'il y a aussi le négatif. Oui, toujours. Oui, quand tu fais un forage négatif, tu paies 700 à 750 000 francs comme ça, cadeau. Le transport inclus? Absolument. Donc, tu fais d'abord cette première analyse. Et la deuxième analyse, c'est surtout le sol. Ouais, je comprends. En tout cas, le type de sol en corrélation avec le type de culture. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'analyser un sol seulement avec les coordonnées GPS. Ouais. Parce que chaque point de la nature, sur tout le monde entier, a des propriétés physico-chimiques. Ouais. Qui de fois est différent d'un autre point. Absolument. Ouais, ou généralement donc, toujours, ouais. Voilà, donc le premier conseil serait que je te demande, avant de payer, fais l'analyse géophysique satellitaire. Deuxièmement, il faut faire aussi l'analyse du sol avec les coordonnées GPS. Ouais. Et après ça, tu peux maintenant payer. Et si tu payes, il faut commencer par la problématique de l'eau. Comme on le dit toujours. Oui. J'ai vu même à Bama, là, tu as commencé par le forage avant toute autre chose. Oui. Il faut commencer par le forage parce que la quantité d'eau que tu as détermine la suite de ton projet. Si tu viens, tu fais le premier forage et que tu as 5 mètres cubes, mais toi, tu as des ambitions de travailler sur 5 hectares. Est-ce que 5 mètres cubes, tu peux travailler sur 5 hectares? À moins de bois. Oui, mais ça, il faut peut-être faire 2. Oui, voire plus. 2 forages. Et tu peux, par exemple, installer un bassin de rétention d'eau. Mais tout cet investissement-là, mon frère, à un moment donné, tu te rends compte que si tu écris tout, tu risques même d'abandonner avant de planter. Ah ouais? Parce que tu vas te dire que l'activité ici, là, c'est pas rentable. C'est la raison pour laquelle on invite aux gens de ne jamais faire un verger, aller s'asseoir à la maison. Non. Quand tu fais le verger, tu dois entretenir le verger. Tu dois établir un calendrier d'irrigation, tu dois établir un calendrier de traitement phytosanitaire, tu dois établir un calendrier de fertilisation. Et c'est des efforts continus. Ouais. Chaque jour. Et ta présence même est obligatoire parce que le bon engrais d'un champ, ce n'est pas de son propriétaire. Quand tu viens dans ton champ, tu te promènes. Les plantes, c'est des arbres, ce sont des êtres vivants. La nature, là, elle est impressionnante, mon frère. Ah mais ceux qui ne savent pas pensent que il faut planter seulement et puis aller s'asseoir à la maison. Non, si tu fais ça, tu échoues lamentablement. Aimé Césaire disait que la chaleur du noir fait pousser la canne à sucre. Merci. Il dit que si tu n'es pas là, c'est terminé. Hein, oui, c'est terminé, tu échoues. On a déjà peut-être planté des pommiers qui sont en train de grandir. Là, c'est juste 200. On a juste planté 200 pieds de pommiers. Ouais, mais ça. Si ces pommiers-là commencent, ça veut dire que c'est le début, en fait, d'un très grand projet de pommiers. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Parce que la résistance de ces pommiers, ça m'a beaucoup impressionné. En fait. Ouais, parce que on a fait le tour. Ouais, du coup, il s'adapte. Il s'adapte bien. Ouais. Pourtant, pendant très longtemps, hein, on a enseigné que ça ne marche pas, cette affaire-là. Bon. Mais ça marche où? C'est récemment même que je me rends compte que l'un des plus gros producteurs, c'est l'Afrique du Sud. Et non la France, l'Europe et tout ça là. Mais dis-moi, un Camerounais ou un Burkinabé, il peut pas vivre en France? Ou il peut pas vivre en Allemagne? Voilà. Non, c'est l'adaptabilité. C'est pour dire que c'était un mensonge. Voilà, donc, si on est d'accord que la plante est un être vivant, au même titre que l'homme. C'est ça, ouais. Et que si l'homme peut quitter d'un point A à un point B au bout du monde, et qu'il s'adapte là-bas, pourquoi pas la plante? C'est ça. Surtout que la plante a une propriété qu'on appelle la totipotence. La capacité de régénérer ses cellules, même si elle perd les cellules initiales. Et il va s'adapter toujours. Voilà, faut dire ça, haut et fort. Il s'adapte toujours. Oui. Nettement plus que les hommes même. Oui, absolument, ouais. Il s'adapte toujours. Il suffit seulement de lui donner de l'eau et de la nourriture. Ainsi que des médicaments. C'est les 3 éléments essentiels. Ouais. D'accord, donc en tout cas, merci. Je crois qu'on aura un parcours grand. Moi, je vais rentrer en Afrique centrale forcément. Et
Vraiment, je vais implémenter pas mal de choses que j'ai appris ici. Okay. Parce que on a quand même fait quelques jours, le temps pour moi de voir comment ça marche. Ça n'a pas été un voyage d'un jour, je viens, je prends ce que j'ai appris et puis je repars. Non. Donc je te dis vraiment grandement merci. Enfin, peut-être pas moi, c'est tout le continent. Parce que là... tout le continent. Vraiment, non, merci encore, gars. Vraiment. Non, il n'y a pas de souci. Oui. Je crois aussi que c'est une invite à tous ceux qui veulent avancer. Peu importe le métier. C'est ça. Tu sais, la connaissance se trouve toujours chez un ami. Toujours. Il faut accepter quitter un point A pour aller à un point B pour apprendre. Si aujourd'hui on arrive souvent à faire certaines choses, et si tu dois rentrer dans l'historique de certaines variétés, tu vas te rendre compte que il a fallu que je quitte même le Burkina pour aller ailleurs. Toujours. Il a fallu que je fais ci, je fais ça. Mais tout ça, c'est quand on met tout ça ensemble que ça forme quelque chose de bon. Donc, l'agriculture n'est pas compliquée, je reviens là-dessus. L'agriculture, la production agro-silvopastorale n'est pas compliquée. Ouais. Elle est juste complexe. Oui, c'est cette complexité-là qu'il faut qu'on déballe. Absolument. C'est tout. Donc, mon frère, que Dieu bénisse abondamment. Merci beaucoup. Tu es chez toi, hein? Absolument. Ah, okay. Non, je suis très bien reçu ici. Tranquille. Vraiment. Donc, moi, je salue tous les continents, je salue tous les Camerounais et c'est un plaisir pour moi d'accueillir mon frère. Et tous ceux qui veulent aussi venir au Burkina Faso, vous êtes la bienvenue. Ouais. C'est bon, merci Akoga. Merci. Hein. C'est bon.